Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Paleo World. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux animaux du futur. J'ai dit aux animaux du futur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvait bien servir la paléontologie? Parce que ramasser et collectionner des cailloux et des fossiles, c'est un passe-temps pour certains très passionnant, mais c'est aussi une science pour d'autres. Une science qui nous a permis notamment de comprendre l'origine et l'évolution des espèces, mais également de comprendre les processus en jeu dans l'évolution des espèces, ce qui a donné lieu à la science de la phylogénie. Comme j'ai déjà fait 2 vidéos, l'une sur l'origine de la vie et l'autre sur l'origine des espèces, je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos ou qui auraient la flemme de les voir, je vais quand même faire un bref rappel. La théorie qui prévaut à l'heure actuelle veut que la vie serait apparue sur Terre à la suite de réactions chimiques qui auraient engendré l'apparition de molécules organiques. Ces molécules se seraient assemblées pour former des systèmes complexes, capables de se reproduire, d'abord par division cellulaire, puis par reproduction sexuelle, tout en assimilant de la matière. Ce sont des séries d'erreurs dans la reproduction des cellules sexuelles qui vont permettre l'évolution des espèces. Ces changements plus ou moins importants dans la formation génétique durant plusieurs générations finissent par engendrer des changements visibles. Ces changements vont bien sûr être conditionnés par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la mutation est bien souvent mortelle et elle ne pourra être conservée que si elle touche les cellules sexuelles et si cette mutation est anodine, voire favorable. Ce que l'on entend par là, c'est que l'information génétique qui survit à travers les générations, c'est l'information génétique qui permet à l'organisme de se reproduire autant, voire davantage, et donc de populariser, entre guillemets, ces gènes au sein de son espèce. Après, cette facilité de se reproduire peut provenir de plein d'avantages. Ça peut être un meilleur camouflage par rapport à un prédateur, donc une meilleure survie face au prédateur, une meilleure fuite, tout comme ça peut provenir d'un nombre plus important de descendants, donc comme des parents qui s'occupent des petits, des choses comme ça. De fait, fort de ces connaissances, les chercheurs ont pensé pouvoir imaginer, pas prédire, les animaux du futur en appliquant les connaissances de la science et anticiper, entre guillemets, l'évolution. C'est ce qu'on appelle la biologie spéculative. Pas prédictive, du coup. Dans le livre Les animaux du futur de Sébastien Steyer et de Marc Boulet, le lecteur est projeté 10 millions d'années dans notre futur, à une époque où l'espèce humaine a complètement disparu. Pas plus mal pour la planète. Le mouvement des plaques tectoniques a été pris en compte, du coup, la planète a légèrement changé d'aspect, également en raison d'un léger réchauffement climatique laissé là par une espèce antérieure. Le décor est donc posé comme si les événements actuels continuaient d'évoluer de la même façon. Mais si c'était le cas, certains animaux du bestiaire dans l'expo du Futuroscope d'il y a 10 ans, comme dans le livre de Sébastien Steyer et de Marc Boulet, n'existeraient certainement pas. Je prends au hasard le cas du tortunosaure. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit ni plus ni moins d'une tortue 2 fois plus grande qu'un éléphant. Sauf qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les tortues, comme les tigres ou les pandas par exemple, font partie des animaux en grand danger d'extinction quand même. 25 espèces sur les 328 existantes de tortues actuelles vont disparaître dans seulement quelques années si rien n'est fait. Il est donc difficile d'imaginer qu'une espèce qui va disparaître va prospérer au point de donner un animal énorme. On peut noter aussi le cas du Bentogyrinus, un tétard de 40 mètres de long, carnivore suspensivore aquatique, qui filtre l'eau de mer un peu à l'image de nos baleines bleues actuelles. Si l'extinction des baleines est tout aussi probable que celle des tortues, laissant là une niche écologique vacante, il est en revanche très peu probable que cette niche soit occupée par la suite par un batracien. Ceux-ci sont non seulement tout aussi touchés par la 6e extinction de masse que les animaux dont on a parlé précédemment, mais en plus de ça, il n'existe pour l'heure actuelle aucun batracien capable de tolérer l'eau de mer comme l'ont pu faire leurs ancêtres par exemple. Si les baleines ou les requins-baleines venaient à disparaître, cette niche écologique libre serait certainement comblée par un animal qui occupe déjà les océans, à savoir un poisson osseux, ostéictien pour les intimes, les chondrichthiens comme les raies ou les poissons étant également en danger d'extinction. Il va quand même plus rester grand monde à la fin. La biologie spéculative utilise donc beaucoup de codes de la science, elle émet des théories par exemple, mais elle s'approche davantage de la science-fiction ou d'un genre narratif ou cinématographique que d'une véritable science. Les dérives de cette pseudo-science, donc, a donné lieu à la théorie dinosauroïde imaginée par Del Russell en 1982. Suite à sa découverte en 1969,
d'un crâne de dinosaure possédant une cavité cérébrale relativement importante pour un dinosaure et auquel il donnera le nom de Troodon. Mais la taille d'un cerveau n'a rien à voir avec l'intelligence. Désolé pour certains. Seul le nombre de connexions neuronales étant important dans ce cas. La théorie ira jusqu'à imaginer que si les dinosaures n'avaient pas disparu, le Troodon ou son évolution aurait conquis la planète et cette image est souvent représentée par un humanoïde vert aux grands yeux jaunes. Mais si on prend en compte les connaissances actuelles de la science, ce dangereux reptilien Illuminati aurait davantage l'apparence de Hal de la ferme aux jouets. On va être clair une fois pour toutes, l'évolution est totalement hasardeuse et cette représentation est totalement anthropocentriste. Imaginant que si une espèce est intelligente, elle doit forcément ressembler à un humain. Il n'en est rien. Si par exemple une espèce intelligente, on va dire civilisée, si par exemple une espèce civilisée existait ailleurs dans notre univers, il est obligatoire, évident, qu'elle ne ressemblerait en rien à l'homme. Elle ne serait que le pur produit d'une adaptation à son environnement. L'évolution, aussi hasardeuse soit-elle, ne va jamais vers un plus grand, plus beau, plus fort, plus vite, plus intelligent, mais tout simplement vers une meilleure adaptation et une spécialisation à l'environnement. Car si certaines espèces ont disparu, c'est aussi parce qu'elles étaient trop spécialisées à leur environnement et qu'un changement brutal de celui-ci les a condamnés à l'extinction. Si les animaux du futur sont impossibles à imaginer, il est en tout cas clair que le Troodon n'aura jamais conquis la planète, même si les dinosaures n'avaient pas disparu. Il est d'ailleurs bon de rappeler que les proches cousins du Troodon n'ont d'ailleurs pas disparu. Ils ont évolué toujours en fonction de leur environnement pour donner naissance aux oiseaux, qui ne sont ni plus grands ni plus forts, ils ont tout simplement évoluer en fonction de leur environnement. Pour ceux qui auraient vu la vidéo de Didi Chandouidoui, un débunkage a été réalisé par mes amis Alexis Rastier et Giganto. Pour ceux qui auraient la flemme d'aller voir l'une ou l'autre de ces vidéos, sachez seulement qu'en plus de ce que j'ai déjà dit, les pouces partiellement opposables sont un caractère propre au clade auquel appartient les Troodons, et que même s'ils avaient fabriqué des instruments rudimentaires, même en bois, on en aurait retrouvé la trace puisque le bois a cette particularité de pouvoir également se fossiliser comme les os ou tout le reste de ce qu'on peut trouver à l'époque. En ce qui concerne le régime omnivore, cela ne rend pas plus intelligent, mais cela sert simplement à une meilleure adaptation à l'environnement, puisque davantage de nourriture est disponible. La taille du cerveau des Troodons pourrait même être totalement liée à ce régime, et à un comportement grégaire et à une vie sociale développée, qui est également liée à une plus grande espérance de vie. Donc à mémoriser des individus et à gérer des relations avec eux. Donc rien de différent de ce qu'on peut observer par exemple chez les perroquets actuels, descendants actuels des Troodons. Si les animaux du futur vous intéressent, je vous conseille les deux livres Les animaux du futur, le premier de Claire Paille, et le second dont j'ai déjà parlé, de Marc Boulet et de Sébastien Steyer. Je vous conseille également la vidéo de mon ami Alexis Rastier, qui a réalisé en vidéo la critique du livre de Marc Boulet et de Sébastien Steyer. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Tipeee, et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.